bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, merci infiniment à tous d'être inscrits à cet atelier sur le thème de la cohabitation entre les AGV et les AMR. Donc aujourd'hui, cet atelier sera organisé sous la forme d'une table ronde pour un format un petit peu plus dynamique et interactif, avec 3 experts de la robotique mobile. Donc nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Tony Perlemoine, responsable projet logistique au CHU de Nantes, ainsi que Stéphane Beldico, responsable logistique au CHRU de Nancy. Donc merci à tous les deux pour votre témoignage d'aujourd'hui, puisque vous avez tous les deux été leaders sur des projets de robotique mobile dans vos établissements respectifs. Et nous accueillons également Sacha Stojanovic, qui est le président directeur général de la société Meanwhile, experte en robotique mobile. Je me présente également rapidement. Donc moi, je suis Noémie Cuisine, responsable marketing stratégique chez Meanwhile, et mon rôle aujourd'hui sera d'animer le débat. Donc on va pouvoir commencer par une question donc très générale, peut-être adressée davantage à Sacha. Quelle est la différence entre un AGV et un AMR ? Merci Noémie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Tony, merci Nicolas de votre présence. Donc effectivement, il est nécessaire dans un premier temps et très synthétiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, expliquer la différence entre un AGV, donc véhicule autonome guidé, retenez bien le G, guidé, et un AMR, robot mobile autonome, qui est lui à navigation naturelle. Donc la technologie AGV existe depuis une 50aine d'années, a commencé avec des robots guidés sur rail, c'était pas folklore. Puis ces rails ont été remplacés par soit des lignes au sol, soit des câbles enterrés dans le béton. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles générations d'AGV qui n'ont plus besoin de ces lignes au sol, mais qui restent toujours, et c'est ça la philosophie du G de guider, toujours à circuler sur ce qu'on appelle des sillons, qui sont virtuels maintenant, mais toujours est-il, ils ne peuvent pas sortir de leur sillon très, très péniblement. Et ces AGV sont plutôt faits pour être dans des environnements professionnels avec des équipes qui sont formées à croiser ces AGV. L'AMR, donc le robot mobile autonome ou robot mobile à navigation naturelle, fonctionne d'une manière totalement différente. Il va avoir la carte du bâtiment complet en mémoire et lorsque nous allons lui demander d'aller à un point, de lui-même, il va choisir son parcours. Et il va choisir son parcours jamais en passant précisément au même endroit, un coup à droite du couloir, un coup à gauche, tantôt à contourner un brancard, tantôt à être complètement bloqué dans un couloir parce qu'il y a trop de monde et prendre la décision de faire demi-tour, d'aller prendre l'ascenseur, d'aller rejoindre son point autrement. Donc vous comprenez bien qu'il est beaucoup plus agile que le robot, que l'AGV, et il peut de ce fait aller dans l'entièreté de votre bâtiment. Et pourquoi il a le droit d'aller dans l'entièreté du bâtiment, et ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est parce que légalement vous pouvez l'envoyer dans tout le bâtiment, dans des couloirs avec du public, et y compris dans des couloirs où un enfant de 3 ans a échappé à la vigilance de ses parents, et tout ça en toute sécurité pour l'enfant. Le robot, naturellement, doit pour cela être certifié, et c'est ce qui donne l'autorisation à ce robot de circuler dans ce couloir. Et j'apporte juste une petite précision, et je laisse ensuite la parole à nos témoins. C'est que vous voyez sur ces photos, l'AGV de couleur jaune tracte des chariots, et vous voyez ces chariots qui sont tractés font que, légalement parlant, vous ne pouvez pas envoyer ce véhicule, en l'occurrence, dans des couloirs avec le public. Parce que le véhicule, même si lui il est sécurisé, les chariots ne le sont pas. Et notamment les roues de chariots ne le sont pas. Et les mains d'un enfant de 3 ans ou les pieds d'un de vos collaborateurs peuvent passer sous les roues, et à ce moment-là, il y aura une responsabilité quelque part. Voilà, je pense avoir dit assez de choses, et nos témoins vont pouvoir naturellement rentrer plus dans le détail. Merci Sacha pour cette introduction. Donc Tony, Stéphane, vous avez donc tous les deux mené des projets de robotisation dans vos établissements. Peut-être nous expliquer rapidement quelle était en fait votre problématique de départ et à quoi concrètement servent vos robots.
toutes et à tous. Donc nous, il y a plus de 10 ans maintenant, le CHU de Nantes a décidé de créer le CETRES, le Centre de traitement des endoscopes souples. Ça avait pour objectif de centraliser la désinfection. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centres de désinfection à un seul. Donc ça permettait aussi de professionnaliser le personnel à la gestion et au traitement des endoscopes. Donc rapidement, on s'est aperçu d'un problème, c'est que cette centralisation nous éloignait des utilisateurs des endoscopes et de la désinfection. Donc on a mis tout simplement des coursiers pédestres en place, donc à raison de 4 allers-retours par jour à heure fixe. Et puis dans le même moment, dans le même temps, on a été contacté par une société qui nous a proposé de tester 2 robots coursiers. Donc là, on est en début 2013. Et donc ma direction a dit ouais, ça peut être bien pour justement corriger, enfin trouver une solution à ce problème d'éloignement. Et puis dans le cadre du futur hôpital de Nantes, tester grandeur nature un système, une nouvelle technologie innovante. Donc nos robots depuis bientôt 10 ans transportent des endoscopes tous les jours. Alors sur le CHU de Nancy, c'est un cas qui est un peu similaire, ça fait aussi plusieurs années, puisque le projet est né en 2017 à la construction du nouveau plateau de biologie de Nancy, donc sur le CHU de Nancy. Alors il faut s'imaginer que donc, le CHU de Nancy est réparti sur 7 sites, on avait une quinzaine de laboratoires de spécialité qui étaient répartis sur ces 7 sites-là. A été donc décidé de créer un plateau technique unique et de regrouper la totalité des spécialités de biologie sur un plateau unique, le bâtiment de biologie de Bravo. Dans ce cadre-là, et on a gardé aussi un laboratoire d'urgence sur le site de Centreville. Par contre, tout le reste était centralisé sur un site. À partir de là, il faut s'imaginer un centre de tri automatisé, ce qu'on a appelé RTE, réception, tri, enregistrement, où arrive la totalité des analyses biologiques. Donc c'est un bâtiment qui est sorti de terre en 2018. De façon un peu multimodale, puisqu'on a les coursiers qui viennent de nos établissements du GHT ou de nos sites extérieurs. On a des coursiers pédestres qui également apportent les différents prélèvements sur ce site-là également. Tout arrive aussi par pneumatique, puisqu'on a tout un tas de bâtiments qui sont connectés par un réseau pneumatique. Et à partir de ce centre de tri, on a 6 laboratoires de spécialité qui sont écartés à peu près entre 10 et 50 mètres pour les plus loin. Et donc dès la phase de conception du bâtiment, avec le constructeur, en APS-APD, on a décidé d'intégrer un robot de la société Meanwhile, de façon à pouvoir prendre en charge les analyses de spécialité toutes les 30 minutes et de pouvoir les acheminer dans les laboratoires de spécialité, alors de 6h à 20h sur des tournées régulières, donc le robot part toutes les 30 minutes, le week-end et la nuit plutôt à la demande, ou en tout cas par des tournées confirmées par le technicien de laboratoire, et dans une idée d'éviter que ce soit le technicien de laboratoire qui sorte finalement du plateau technique, ou de mettre en place un coursier, parce qu'en fait jusque-là, assez classiquement dans nos hôpitaux et de façon un peu ancestrale, soit le technicien sortait, soit rapidement les services logistiques étaient sollicités pour mettre en place un coursier, pour faire du point A à point B. Donc ça a été mis en place en ce sens, c'est à peu près 1200 stops par an que réalise le robot, c'est un peu plus de 1000 km que réalise le robot, et on a un recul maintenant depuis 2018 sur ce dispositif-là en tout cas. Et donc pourquoi avoir choisi des AMR plutôt que des AGV dans votre projet de robotisation? Tony, peut-être? Donc nous, c'est des livraisons qui se passent de service à service. Donc les robots étaient obligés d'utiliser, emprunter des couloirs ouverts au public. Donc il nous fallait une solution forcément agile, donc déjà une solution qui soit autorisée à rouler parmi le public, une solution agile qui évite les obstacles, qui soit fixe ou à la demande, une solution qui soit aussi adaptée aux besoins du service. Avant, on avait les 4 allers-retours du coursier, c'était comme ça et pas autrement, donc ça n'arrangeait pas forcément le CETRES, puisque les coursiers arrivaient avec leur tas d'endoscopes sales et repartaient avec les propres. Donc on voulait avoir aussi un système qui réponde aux besoins du service, donc du CETRES pour les désinfections, et des services livrés par les robots. C'est-à-dire que nous, notamment, on a les blocs opératoires. Les blocs opératoires ont besoin d'un endoscope, pas besoin d'attendre le passage du coursier, vous en avez besoin maintenant, on vous l'envoie. Donc on avait aussi besoin de cette solution à la demande pour répondre aux besoins des services.
fait que le CHU s'est orienté, de Nancy s'est orienté sur plutôt une technologie AMR. Le premier, c'était le poids embarqué. On parle de prélèvement biologique, donc forcément, on a des poids de lot de prélèvement qui excèdent rarement une quinzaine de kilos. Donc ça, c'était le premier point qui permettait de pouvoir s'orienter sur des robots, en tout cas de capacité peu réduite. Donc je dirais ça, c'est plutôt l'axe limitant. Et l'autre axe qui était assez évident, c'est que le robot, à partir du moment où il sort du plateau technique, il emprunte une circulation qu'empruntent les professionnels. Donc c'était aussi assez évident qu'on ne s'orienterait pas sur de l'AGV, mais plutôt sur de l'AMR pour cette deuxième raison. Et le robot est complètement intégré maintenant dans l'environnement des professionnels. Par contre, il n'y a pas de public, il n'y a pas de soignants, ce ne sont que des professionnels du laboratoire et un petit peu de la logistique qui transitent par cette circulation. Ok, et donc comment concrètement on intègre ces solutions robotiques? Est-ce qu'il y a des prérequis ou en tout cas des choses à prendre en compte en amont du projet? Alors, ça a changé en 10 ans, j'ai vu le changement puisqu'on a intégré le premier robot il y a bien un peu plus de 9 ans et on vient de déployer depuis lundi des robots sur d'autres transports, donc j'ai vu la différence. Il y a 10 ans, on a eu une très très forte implication du cadre du C13 et de son équipe qui ont essuyé les plats parce que c'était une technologie ultra innovante. Bon, c'est un peu le revers de la médaille, quand vous êtes ultra innovant, vous essuyez les pattes et on apprend en marchant, y compris le fournisseur. Donc ça n'a pas été simple, honnêtement. On les a beaucoup sollicités. Mais la technologie s'est améliorée, elle s'est fiabilisée et je vois sur le projet là, qu'on est en train de mettre en place, puisqu'on l'a lancé lundi, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, il faut intégrer les futurs utilisateurs, les cadres, etc. Il faut dès le départ du projet, il faut les mettre dans le projet, leur expliquer, les rassurer de la simplicité du système, de la fiabilité du système. Par contre, il y a un gros travail en amont, notamment avec les services informatiques et l'ascensoriste, parce que les robots prennent l'ascenseur, évidemment, ils sont obligés de prendre l'ascenseur. Il y a un gros travail en amont de préparation. Après, la grosse différence par rapport à il y a 10 ans, c'est que quand on met en route, ça fonctionne quasiment tout de suite. Il y a 10 ans, ça ne fonctionnait pas tout de suite. Ça a mis plusieurs mois à fonctionner un peu mieux. Donc aujourd'hui, je l'ai vu lundi, évidemment, il y a des réglages du paramétrage. D'ailleurs, on est en phase de test pendant 15 jours pour régler les différents les points de détail qui encore sont à régler. Mais on ne sollicite plus du tout le cadre, en fait. Le cadre est sollicité avant pour porter le projet auprès de ses équipes. Mais une fois que c'est en route, au lancement, ça fonctionne pas tout à fait complètement, mais ça fonctionne très très bien. Lundi, on a commencé à 19h, puisque c'est un transport de nuit. On les a accompagnés les premières heures, et puis après, ils se sont débrouillés tout seuls. Donc c'est une vraie différence là-dessus, c'est que la technologie s'est énormément améliorée en 10 ans, et donc maintenant, quand vous lancez, ça fonctionne quand même bien. Alors sur Nancy, je partage évidemment ces mêmes argumentaires. Avant de donner peut-être des raisons plus scientifiques d'ingénierie, je pense que c'est aussi et avant tout, comme toutes les histoires de logistique dans nos hôpitaux, c'est aussi une histoire d'hommes et je pense et des femmes. Et une des clés de réussite du projet, c'est d'avoir des gens qui ont envie de porter ces projets, qui s'investissent dans ces projets. Quand on l'a mis en œuvre, on a un ingénieur du laboratoire, à qui je fais un clin d'œil en le citant, à Sylvain, qui avait une vraie ambition et une vraie volonté d'avoir envie de mettre en place de l'innovation, de la technologie dans le plateau technique, parce que ce n'était pas mis en place jusque-là. Et ça, c'est clair qu'il faut le souligner, parce qu'au début, ça ne marche pas tout à fait. On essuie des plâtres, on règle, on ouvre la machine, on appelle le fournisseur, on appelle le prestataire, mais rapidement, ça fonctionne. Et on le voit maintenant dans les 7-8 dernières années, moi, que je connais un peu mieux, l'évolution majeure qu'il y a eu ça, évidemment. Un des gros avantages qu'on a eu aussi, et inutile de ne pas le citer bien sûr, c'est évident, au même titre que les AGV, c'est plutôt on l'intègre dans les projets de construction, mieux c'est. Il faut que dès les départs, de conception, de rédaction de programmes fonctionnels, programmes techniques, dès les phases d'APS, d'APD, si on veut embarquer de la technologie de l'innovation, il faut absolument avoir les sachants autour de la table et pouvoir commencer à imaginer les flux, les dispositifs qu'on a envie d'automatiser et de rendre
en tout cas plus efficient, de façon un peu plus globale. Donc moi je dirais que c'est avant tout ce deuxième axe-là qui me paraît évident. Je ne répète pas ce qui a été dit, mais notamment l'intégration avec nos services informatiques, c'est évident, et l'ascensoriste, c'est évident aussi. Et donc, comment voyez-vous la logistique de demain, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, et est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, des projets futurs? Alors, je pense, enfin, c'était dit tout à l'heure par Stéphane Pardou, je pense que la logistique de demain dans les hôpitaux va être beaucoup plus robotisée et automatisée qu'aujourd'hui, y compris sur ce type de technologie, mais aussi, je pense, sur les plateformes logistiques. Il y a déjà des robots de pharmacie, des robots pour distribution à la boîte, distribution nominative. Je pense qu'il y a des stockers verticaux, type Cardex. Il y a aussi, je pense, qu'on va voir apparaître des mini-lots, plus des transstockers. Et je pense que la robotique mobile, vu sa fiabilité, sa disponibilité, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. C'est quand même une technologie aujourd'hui qui a des nombreux avantages. Et tout ça fait que cette technologie, c'est peut-être le plus important, elle rend du temps aux soignants. En fait, la finalité de ça, c'est que quand le robot fait ses transports, c'est pas le soignant qui les fait. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Donc, nous, on a des projets sur Nantes, donc le projet de transport d'échantillons biologiques entre les urgences, la médecine intensive de réanimation et le labo. Donc, c'est en place depuis lundi, donc ça sera la nuit et les week-ends. On travaille sur déployer cette solution 24/24 en y ajoutant d'autres services. On a aussi un projet de transport de chimiothérapie entre la pharmacotechnie et les services utilisateurs. Et puis on a aussi un projet intra-labo, c'est-à-dire un peu comme... Enfin, c'est un peu la solution de Stéphane, sauf que nous, on essaiera de faire de la dépose automatique des échantillons biologiques dans les différents labos du plateau technique. Et puis, c'est tout, c'est tout. Voilà les projets qu'on a d'ici. Le but, c'est de mettre en action de projets d'ici 2 ans et demi, avant l'ouverture du nouvel hôpital. Alors évidemment, là aussi, l'axe conditions de travail, qualité de vie au travail, rendre du temps aux soignants, je pense que de toute façon, c'est une ambition qui est partagée maintenant sur tous nos établissements. On compte de plus en plus sur nos secteurs pour recentrer l'expertise logistique, la réalisation des tâches logistiques sur nos fonctions. Je dirais tant mieux pour nous. Mais effectivement, on a un effet qu'on n'avait pas forcément trop vu venir, c'est la problématique d'attractivité aussi sur les postes techniques et logistiques, où là, on voit, en l'espace de 10 ans, qu'on a de plus en plus de mal à recruter, même sur des faibles qualifications, avec des professionnels qu'on est prêts à accompagner en termes de formation interne. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte rapidement, parce que oui, on est prêt à apprendre plein de choses au niveau logistique, mais il faut qu'on ait les personnels, il faut qu'on sache les former, les accompagner, on va avoir un enjeu fort à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point, qui est essentiel à mon sens, pour moi, la plus belle des technologies, elle reste l'humain, la matière grise de l'humain, et tout ce qu'elle peut embarquer derrière. Et je pense que nos solutions d'automatisation, de robotisation, doivent les concentrer évidemment sur toutes ces tâches à plus faible valeur ajoutée, du point A à point B, toutes ces tâches en tout cas qui n'apportent pas forcément, et qui en plus, c'est même presque ça que je devrais dire en premier, c'est bien souvent re-questionne comment on garde nos professionnels dans ces postes-là. Une fois qu'ils ont fait de la manutention, de la logistique pendant 15, 20 ans, 25 ans, on a une vraie problématique de maintien en poste et de maintien dans l'emploi de ces professionnels-là. Donc plus on les soulage par ces solutions de robotisation, automatisation, et plus derrière on peut se reconcentrer sur la gestion de stock, sur les assistants hôteliers, la logistique des tâches. Sur Nancy, pour répondre à la question de façon un peu plus directe, on est engagé dans un schéma directeur immobilier important qui vise à regrouper la totalité de nos activités sur un site unique qui est le site de Bravois, contre 7 sites aujourd'hui. On a des sujets évidemment de transport lourd, on va construire un aiguillage centralisé, on va construire une cuisine relais qui va pouvoir desservir la totalité de nos bâtiments par des connexions galeries-monte-char. Donc évidemment le transport lourd, la robotique va devoir s'intégrer. On va construire également un nouveau bloc opératoire de 37 salles sur lequel on va installer un arsenal centralisé, une stérilisation sur un même étage et des blocs opératoires
sur l'étage du dessus et sur l'étage du dessous, on a aussi là tout un enjeu de transfert, de flux, de gestion de stock et des dispositifs comme l'a cité Tony. Donc des sujets, on a largement de ce qu'il faut. Et puis après, pour revenir plutôt sur un cas un peu plus d'école et cas d'usage, comme on vous a expliqué là, on a le sujet de la logistique d'étage, qui pour moi va devenir essentiel et un levier majeur. Et on le voit bien, les retours d'expérience qu'on a sur nos collègues canadiens, sur nos collègues suisses, et puis même plus près de chez nous en France aussi, que ça apporte réellement une satisfaction générale et permet d'augmenter l'attractivité aussi de ces postes-là. On ne le voit pas tout de suite, mais je pense que ça va venir rapidement. Et là aussi, sur l'étage, sur le plateau, à partir du moment où on sort du monde charge et qu'on arrive sur les plateaux de service, là, on va avoir aussi des enjeux de transport endoscopie, de médicaments urgents, ce qui pourrait ne pas passer par exemple dans le réseau pneumatique ou qui ne nécessiterait pas forcément d'avoir un coursier, parce que le coursier, il faut aussi qu'on le relocalise, en tout cas sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Donc effectivement, de par vos témoignages, on voit bien qu'il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour dans les années qui vont venir, autant sur de la charge légère que sur de la charge lourde. Donc la question maintenant qu'on se pose tous, c'est cette cohabitation entre AGV, AMR. Est-ce qu'il y a un intérêt déjà de mixer ces deux technologies et surtout comment est-ce qu'on peut la réaliser au mieux? Alors, tout d'abord, avant de répondre à cette question, Inomi, je te promets que je répondrai à cette question. Je vais digresser un peu pour rebondir sur les propos de Tony et Stéphane. Vous parliez des personnes passionnées, des équipes, et moi, ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime beaucoup dire, parce que c'est la réalité, que finalement dans cette entreprise, j'y suis pas pour grand-chose, parce qu'il y a une équipe au sein de la société de gens passionnés et experts, et pour rebondir aussi sur le temps soignant, l'idée originale, en réalité, de ce robot que vous voyez se promener, c'est l'idée de mon épouse, et donc je vais lui rendre hommage. En avril 2008, infirmière aux urgences pédiatriques des Hospices civils de Lyon, elle a connu une nuit atroce, parce qu'elle a été obligée de quitter son service pour aller chercher de toute urgence des médicaments à la pharmacie centrale. Et c'est elle, au petit matin, à 7h30, alors que je prenais mon petit déjeuner tranquillement, qui m'a soumis cette idée du robot Exupimètre que vous voyez là. Vous voyez, avril 2008, la société a été créée 10 ans après. C'était il y a maintenant son idée il y a 15 ans. Donc maintenant, pour répondre à ta question, oui, il y a un intérêt à mixer alors, les technologies, et je me permettrais de dire qu'il y a un intérêt à mixer des robots mobiles à charge légère et à charge lourde, plus précisément. Mixer les technologies AMR et AGV, donc nous, au sein d'une société, je préfère ne pas dire le nom ici en public, mais nous avons actuellement une flotte que nous déployons d'une vingtaine d'AMR et où il y a une dizaine d'AGV. Donc une trentaine de véhicules sur le même site, je vous laisse juste imaginer, donc un site industriel. Les choses ne sont pas simples. Hein, pour tout vous dire, les choses ne sont pas simples. Avec le client, donc voilà, nous réfléchissons à différentes stratégies. Et parce que les AGV ont des systèmes de sécurité quand même qui sont d'un niveau, alors, on va dire, différent des AMR, la cohabitation n'est pas facile au niveau algorithmique, au niveau informatique. Et nous allons, alors le client prévoit vraiment à très court terme plutôt de scinder les flottes, vous voyez, parce qu'on arrive à les faire cohabiter, mais difficilement et péniblement. Et à court terme, d'ici une année, il a décidé d'enlever complètement sa flotte d'AGV et de les remplacer par des AMR. Et maintenant, ce qui rend la chose possible, et là où il y a un intérêt pour les établissements de santé, c'est donc dans la photo qui est à gauche de l'écran. Il faut imaginer chez vous plusieurs flux, des charges légères et des charges lourdes. Les charges lourdes vont plutôt être cantonnées naturellement aux espaces professionnels. Et les charges légères, eux, dotées d'agilité vraiment haut niveau, vont avoir la capacité d'aller dans les services et de se faufiler, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, de se faufiler dans les services. Et je ne sais pas si tu peux relancer la vidéo de gauche. Il
faut savoir que maintenant, donc ça c'est une démonstration qui a été faite en direct live, alors c'est pas la vidéo, c'est une vidéo chez nous, mais en direct live sur un salon, le plus gros salon de logistique européenne à Logimat. Donc nous avons fait la démonstration de 2 robots, donc là un charge légère et un charge, on va dire, moyenne charge, mais on peut imaginer que sur moyenne charge soit un charge lourd. Et donc cette prouesse technologique est ce qu'on appelle un main à main, donc c'est une première mondiale entre 2 robots mobiles. Donc vous pourrez imaginer dans un futur relativement proche, d'ici 2 à 3 ans, des robots charge légère et des robots charge lourde qui vont pouvoir s'échanger automatiquement des produits dans des endroits qui sont dédiés à cela. Et sachant par ailleurs que les charges lourdes qui ont plutôt une philosophie AGV, on suit des sillons en ligne droite avec un tactile, etc. Les bases mobiles que vous voyez là ont la capacité de commuter de mode AGV et AMR et inversement. Et ce qui fait que vous garantissez une totale compatibilité de vos robots charge légère et robots charge lourde. Et ce qui fait que tous ces robots vont pouvoir utiliser, donc déjà être dans le même espace de travail, et utiliser les mêmes moyens tels les ascenseurs ou autres. Et donc voilà, il faut vraiment avoir cela en tête. Et sachant par ailleurs, et ça il faut vraiment également le garder à l'esprit, le point de vue financier, c'est que autant au niveau acquisition, coût acquisition, une solution AMR sensiblement équivalente à une solution AGV, mais en coût total de possession, lorsque vous incluez toute la maintenabilité, le fait qu'il faut l'exploiter, etc., là, la solution AMR est largement en dessous, parce que, étant donné qu'elle est intuitive à l'utilisation, vous n'avez pas besoin de support externe pour l'exploitation, et donc du coup, vous faites l'économie de tout cela. Voilà, je pense avoir répondu à ta question, Noémie. Tout à fait, merci Sacha. Et donc, pour les rendre justement compatibles entre eux, est-ce qu'il y a peut-être des choses à penser en amont, notamment en termes de réglementation, législation ? Oui, alors, effectivement, je reviens à mes propos au début, c'est au niveau réglementation et législation, c'est de faire attention de votre côté à ce que vous avez le droit de faire et qui prend la responsabilité de le faire. À la fin, n'oubliez pas, lorsqu'il y a un problème, il y a bien quelqu'un à qui on amène les oranges. Donc, identifiez bien cette personne. D'accord ? Alors, au-delà de la boutade, pour éviter d'avoir identifié une personne, pour cela, vérifiez bien qui porte la responsabilité et surtout qui garantit que le système qui navigue au sein de vos couloirs avec ce fameux enfant de 3 ans qui a échappé à la vigilance de ses parents, qui garantit que le système est totalement sécuritaire et qu'il respecte totalement la légalité. Sachant que ce n'est pas parce que vous respectez la légalité que vous n'évitez pas l'accident, hein, n'oubliez pas. Donc c'est-à-dire au-delà de ça, ayons une intelligence morale qui fait que voilà, ce que nous mettons en place, ensemble, réfléchissons à ce que nous garantissons 0 accident. Ensuite, il y a cette partie plutôt protocole, communication, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a besoin de légiférer, on le voit, on parlait des ascenseurs, donc la même problématique sur des marques différentes de robots mobiles, comment ils communiquent les uns avec les autres. Aujourd'hui, il n'y a rien de clair et il n'y a pas de base solide, on va dire, de label. Et peut-être, effectivement, nous verrons dans les prochaines années, avec l'appui d'organismes tels que l'ANAP et avec votre volonté à toutes et à tous, effectivement, émerger, poindre le bout du nez d'un label qui garantira que tel ou tel produit est totalement compatible, ready pour pouvoir communiquer avec l'ensemble d'une gamme qu'on pourra vous proposer. Merci Sacha. Eh bien, merci infiniment à tous les trois. On va arriver à terme du temps qui nous est accordé. Je pense qu'on est parfaitement dans les temps. On va pouvoir passer à la session questions-réponses pour vous donner un petit peu la parole et n'hésitez donc pas à lever la main. On va vous passer le micro et puis on va pouvoir également éteindre la caméra pour que vous puissiez poser des questions en toute liberté.